Bienvenue sur Radio AJG. La deuxième saison de notre podcast est un voyage. De jeunes gériatres francophones racontent la formation et l'exercice de la médecine gériatrique dans leur pays. En quoi nos gériatries se ressemblent ? En quoi diffèrent-elles ? La gériatrie francophone, épisode 2, Glamour. Bonjour, nous sommes à Montréal au congrès international de la francophonie gériatrie. Et donc nous cherchons à mieux connaître l'exercice de la gériatrie dans les pays francophones. Et nous avons, après un premier épisode sur la Belgique, nous allons quand même passer au pays qui nous accueille aujourd'hui, le Canada. Et donc je vais te laisser te présenter et nous expliquer comment devient-on gériatre au Canada. Parfait. Bien, merci beaucoup. Donc en fait, je suis Julia Chabot, je suis gériatre ici à Montréal, donc au Québec, au Canada. Je suis aussi directrice de programme, en fait, du programme de résidence en gériatrie à l'Université McGill, donc tout ce qui est la formation finalement de nos futurs gériatres dans mon université. Et je travaille dans un centre hospitalier qui est communautaire, mais affilié universitaire, qui est en fait le centre hospitalier St. Mary's, situé à Montréal. Moi, je dis toujours que je travaille dans le meilleur des deux mondes, donc j'ai une expertise, j'ai une expérience, une pratique qui est communautaire, mais toujours affiliée universitaire, donc on est un milieu d'enseignement et tout. C'est ça, meilleur des deux mondes, selon moi. Merci. Alors, comment devient-on gériatre au Canada ? Donc, en fait, au Canada, pour devenir gériatre, on passe par le tronc commun de médecine interne. Donc, pour faire une histoire courte, donc la formation d'étudiants en médecine, là, souvent, va être entre 4 et 5 ans, là, dépendamment des universités. Et ensuite, les résidents vont les étudiants en médecine, vont faire une demande pour un poste de résidence. Et la première étape, donc, c'est de passer par le tronc commun de médecine interne, qui est 3 ans, qui est vraiment toutes les spécialités, finalement, de la médecine interne, que ce soit soins intensifs, cardiologie, néphrologie, médecine interne générale et tout. Donc, les résidents vont faire 3 ans. Alors, 3e année, ils font une autre demande, en fait, pour appliquer à la sous-spécialité, en fait, de leur choix. Donc, qui peut être cardiologie, néphrologie et gériatrie en fait partie. Et le programme de résidence en gériatrie est 2 ans. Donc, au bout du compte, en fait, pour devenir gériatre au Canada, c'est 5 ans au total de formation de résidence. Mais vraiment 2 ans là, qui sont dédiés à la gériatrie. OK. Une fois qu'on devient gériatre, comment on peut travailler? Dans quel type de service? Enfin, voilà, Comment est organisée la gériatrie au Canada? Oui, je vais vous répondre un petit peu plus particulièrement au Québec parce que je vous avoue que le reste du pays, je suis pas certaine à 100%. Par contre, au Québec, ça reste que c'est une pratique qui est assez hospitalo-centrique. Donc, c'est-à-dire qu'on doit avoir, nous, ce qu'on appelle un PEM, là, qui est le plan d'effectifs médicaux. Donc, il faut avoir un poste affilié dans un hôpital. Donc, chacun des gériatres est vraiment affilié à un hôpital. Et je vous dirais, la pratique ensuite est très, très hétérogène d'un gériatre à l'autre. Certains gériatres qui vont faire de l'hospitalisation, par exemple, qui vont admettre des patients en UCDG. Pour nous, les UCDG, c'est nos unités de courte durée gériatrique. Donc, c'est nos étages de gériatrie. Donc, il y a des gériatres qui vont hospitaliser. Il y a des gériatres qui vont agir seulement comme consultants ou des fois, comme moi, qui font un mélange un peu des deux. Comme consultant, ça peut être soit des consultants, on va dire, sur les étages de patients hospitalisés en d'autres spécialités. Donc, ça peut être un patient hospitalisé en cardiologie, en médecine interne, en chirurgie. D'autres aussi qui vont faire des consultations à la salle d'urgence directement.
Donc, évidemment, on n'est pas urgentologue, c'est pas nous qui voyons les patients en premier, sauf que si l'urgentologue veut consulter un gériatre, il y a certains centres où est-ce qu'il y a cette possibilité-là. Et finalement, il y a la pratique aussi en clinique externe. Donc, que ça soit la prise en charge de patients, finalement, qui sont dans la communauté, qui viennent à l'hôpital, le temps de leur évaluation en clinique externe. Et là, ça peut être pour une foule de raisons. Là, en général, c'est nos grands syndromes gériatriques, donc que ça soit cognitif, chute, polypharmacie et autres. Donc, c'est une pratique qui est assez variée. Personnellement, tantôt je vous disais que je travaille dans le meilleur des deux mondes parce que je fais un petit peu de tout. Donc, de semaine en semaine, là, je vais vraiment varier. Une semaine, je suis sur l'étage. Une semaine, je vais faire des consultations à l'urgence. Une autre semaine, je vais faire de la clinique externe. Donc, je fais vraiment un petit peu de tout. Mais il y a des gériatres qui, pour plusieurs raisons ou plusieurs raisons régionales aussi, donc selon les besoins des différents endroits, vont avoir plus une pratique qui va être de consultant puis de clinique externe, par exemple, mais qui ne vont pas nécessairement hospitaliser. La gériatrie, du coup, elle s'intègre comment dans le paysage médical, peut-être québécois, du coup? Oui. Bien, en fait, on s'intègre, comme je disais tantôt, présentement, on est surtout hospitalier. Donc, même nos cliniques externes sont à l'hôpital, sauf très, très rares exceptions dans certaines régions au Québec. Donc, on n'est pas encore rendu au point où est-ce qu'on est dans la communauté autant que je pense qu'on devrait l'être un jour, là. Donc, on ne va pas être, par exemple, dans nos centres de soins de longue durée, qui sont nos CHSLD, ou dans nos ressources intermédiaires, qui sont aussi des centres de soins de longue durée, là, mais qui sont pour des patients, par exemple, qui ont un profil un petit peu plus autonome, ou encore dans les résidences pour personnes âgées. Donc, on n'a pas cette... Il y a très, très peu de gériatres présentement qui vont dans la communauté. Et même chose, en fait, je vous parle des résidences, mais même chose, en fait, pour les visites à domicile, c'est pas quelque chose qui est fait. Il y a plusieurs raisons là, pour ça. Entre autres, il faut comprendre, on est seulement 120 gériatres au Québec au total. Donc, c'est vraiment pas gros. Donc, c'est pour ça que je vous dis, on est vraiment plus présentement centré dans le milieu hospitalier. Par contre, il y a un beau projet, en fait, qui s'en vient au niveau de la province, qui est le projet du gériatre répondant, qui se veut pour pouvoir venir un petit peu mieux supporter la première ligne. Donc, admettons un médecin de famille qui aurait des questions, qui a un patient avec un profil gériatrique et qui a différentes questions, qui a besoin de coaching ou autre, on va devenir un petit peu plus disponible pour pouvoir mieux supporter la première ligne. Faut dire qu'au Québec aussi, une chose qu'on a, c'est que, bon là, je vous ai parlé un peu de la formation du gériatre, là, donc le spécialiste gériatre. Par contre, il y a aussi des médecins de famille qui font de la gériatrie. Donc, certains sont médecins de famille très à l'aise à avoir des patients gériatriques. Il y en a d'autres aussi qui vont aller chercher une 3e année de formation spécialisée, en fait, en gériatrie. Donc, ils n'ont pas le titre gériatre, mais sauf que ça reste que c'est des médecins de famille qui sont très à l'aise à faire de la gériatrie. Tantôt, je disais c'est une 3e année parce qu'ici, le programme de médecine de famille est 2 présentement. Ça se peut que ça change. En fait, je crois que ça change dans les prochaines années, mais présentement, c'est 2 ans de formation de médecine de famille. Donc, il y a cette possibilité-là de faire cette 3e année-là supplémentaire. Et donc, souvent, pour nous, tantôt quand je parlais de la communauté, que ça soit dans les soins de longue durée ou que ça soit dans les résidences pour personnes âgées ou que ça soit dans le communautaire, première ligne, c'est vraiment plus les médecins de famille qui vont faire ça. Oui. Super, non mais c'est très, très précis, merci. On a discuté un peu sur, il y a eu la conférence là, sur l'agisme et oui. Voilà, comment tu ressens l'agisme au Québec et qu'est-ce que tu connais comme initiative pour lutter contre l'agisme en place? Oui, en fait, je pense qu'on est... on ne fait pas exception à ce phénomène-là, là, définitivement. Je vous raconte une anecdote. Quand j'étais résidente, il y a quelques années, à ma première année de résidence, j'avais fait un stage en soins intensifs. Puis moi, j'adorais les soins intensifs. Puis les gens riaient de moi parce qu'ils me disaient « Tu vas aller en gériatrie, puis tu aimes les soins intensifs. » C'est 2 choses complètement différentes. Puis je disais « Non, c'est pas différent. On regarde le patient dans son ensemble. Beaucoup de discussions par rapport à quels sont nos buts du traitement, qu'est-ce qu'on veut faire. » Donc, moi, je trouvais personnellement qu'il y avait beaucoup de ressemblances. Puis à un certain moment, je m'étais même demandé, peut-être que je n'irai pas en gériatrie, peut-être que je vais aller faire des soins intensifs et tout. Puis j'avais eu cette discussion-là avec un intensiviste pendant
pendant qu'il me donnait finalement mon évaluation finale de mon stage, et il m'avait dit « Mais quel gâchis si tu décides d'aller en gériatrie, c'est du talent perdu. » Puis pour moi, en fait, je pense que c'est une belle preuve d'agisme, même si je n'étais pas vieille à l'époque, mais dans le sens que je pense que même notre spécialité, je dis souvent la gériatrie, il faut essayer qu'on rende notre spécialité beaucoup plus glamour. Quand on arrive puis qu'on dit que il y a certaines... Bon, je ne vais pas nommer d'autres spécialités nécessairement, mais j'ai certainement d'autres collègues que quand ils présentent leur spécialité, ont l'air franchement plus intéressants que moi quand je dis que moi, je suis gériatre. Mais je trouve par contre qu'il y a eu un mouvement un petit peu avec la pandémie. Donc, en particulier durant la première vague, pour nous, ça a vraiment été nos personnes âgées dans nos soins de longue durée qui ont été extrêmement, malheureusement, extrêmement touchées. Et là, j'ai certains collègues, en fait, qui venaient me poser des questions. Et là, je pense qu'ils ont reconnu un petit peu plus l'expertise qu'on a quand même en gériatrie. On avait même créé une espèce de système où est-ce que 24 heures sur 24, ils pouvaient rejoindre un gériatre s'il y avait besoin d'aide. Et je pense qu'à ce moment-là, ça a un petit peu changé la perspective. Je pense que la gériatrie a commencé, puis j'espère en fait qu'on va continuer sur cette lancée-là. Je pense que c'est de plus en plus reconnu comme étant une vraie spécialité, puis qu'on fait vraiment de la médecine gériatrique. Souvent, les gens ont l'impression qu'on n'est pas... que la partie médicale est secondaire, alors que moi, je dis tout le temps, c'est le tableau primaire, finalement, de ma spécialité. Mais je pense que ça reste qu'on a quand même beaucoup à faire. Puis là, en fait, je vous présente juste l'agisme là, du point de vue du médecin, mais c'est sûr que l'agisme, évidemment, du côté du patient. J'aime beaucoup parler puis faire de l'enseignement aux étudiants puis aux résidents en médecine, où est-ce que je leur demande souvent quelle proportion de patients âgés, finalement, est-ce que vous voyez dans votre pratique? Puis il en voit énormément, mais très peu sont à l'aise, finalement. Et je pense que ça, c'est une chose, en fait, qui nous aide d'essayer de sensibiliser les gens. Puis au niveau de la population aussi, en tant que telle, c'est-à-dire que la personne âgée est tout d'abord une personne. Oui, elle est âgée, mais c'est une personne. Puis j'aime aussi souvent dire, bien, c'est eux qui ont tracé la route avant que nous, on arrive. Puis souvent, quand on demande aux personnes de nous parler de leur vie, c'est hallucinant. Tu sais, quand on y pense, là, notre population, là, qui ont 80, ils ont vécu complètement une autre époque, ils ont vécu des révolutions, ils ont vécu toutes sortes de choses. Et je pense qu'on oublie ça comme société. Je pense qu'on pose souvent un regard sur la personne âgée, puis on arrête là, mais on oublie tout ce que cette personne-là a accompli. Puis souvent, je trouve que, en fait, c'est une chose que j'essaie d'enseigner. Souvent, je dis aux résidents puis aux étudiants qu'une des questions que j'aime poser, c'est « Parlez-moi de vous. Qu'est-ce que vous avez fait dans votre vie? Parlez-moi de votre famille. » Et puis, c'est fou les histoires, des fois, qu'on peut avoir. Mais bref, tout ça pour dire que je pense qu'il y a de l'agisme autant du côté des médecins. Même nous, entre nous, comme médecins, je pense qu'on a de l'agisme. Il y a clairement de l'agisme au niveau de la société, de la personne âgée. Puis c'est certain qu'au niveau du traitement médical, du choix, souvent, je trouve qu'on va penser à la personne âgée, puis on va penser à en faire moins, alors que la question est beaucoup plus, bien, qu'est-ce qu'on devrait faire? Et des fois, la réponse, c'est, bien, je pense qu'il faudrait qu'on fasse plus que ce qu'on fait. Mais ça, c'est un grand débat de société. On aime bien conclure les petits entretiens par soit une anecdote, ça peut être une phrase, une expression, quelque chose que tu as transmis à un patient ou une personne âgée que tu connais, voilà, pour un peu alléger cette discussion. Attendez, je vais essayer de trouver quelque chose. Bien, ça va avoir l'air très simple, là, mais des fois... Une phrase que j'entends souvent des patients, c'est « Ah, je suis juste cette personne-là » ou « Je suis juste... » Je sais pas si c'est quelque chose aussi que vous voyez, mais je trouve que les patients eux-mêmes ont tendance à se réduire. En fait, moi, je suis juste un patient, je suis juste une autre personne que vous devez traiter. Puis je dis souvent « Non, vous n'êtes pas... » Ou tu sais, je suis juste un malade parce même le patient lui-même va surtout voir sa maladie. Puis souvent, j'essaie de leur rechanger en leur disant... Justement, un peu comme je disais tantôt, en revenant aux expériences de vie, puis en leur disant, non, mais vous êtes aussi, admettons, une mère, et vous avez fait ça, et oui, aujourd'hui, vous êtes peut-être malade, puis vous êtes hospitalisé, par exemple, pour raison X, Y, Z, mais vous restez la même personne que vous étiez quand vous aviez 20 ans.
Donc la transmission du patient comme clé de lutte contre sa mauvaise image. Tout à fait. Merci beaucoup de Ça ce fait temps. plaisir. Je dis souvent la gériatrie, il faut essayer qu'on rende notre spécialité beaucoup plus glamour.